Bonjour Isabelle Jobbasi. Bonjour Thibault. Vous êtes directrice des études économiques du Crédit Agricole et on va parler de la politique de la BCE aujourd'hui à l'heure où la remontée des taux s'amorce. Alors première question, quel bilan est-ce qu'on peut tirer de la politique de quantitative easing qui a été lancée début 2015, c'est-à-dire il y a à peu près 2 ans? Alors, en termes de bilan, ce qu'on regarde dans cette politique non orthodoxe, donc on a effectivement l'assouplissement quantitatif, mais on a aussi ces taux négatifs qui avaient été, on avait mis le taux de dépôt en territoire négatif en 2014, en juillet 2014, si je me souviens bien. Et si on regarde pour quelles raisons on a mis en place ce type de politique, c'est qu'à l'époque, on avait très peur de quoi? De la déflation. Alors, même si ex post, peut-être que ces menaces étaient un peu surévaluées. En fait, le passage en territoire négatif de l'inflation était essentiellement dû à la chute du prix du pétrole. Mais on sait par ailleurs que dans des économies qui sont très endettées, la principale menace est de nature déflationniste. Et si on regardait les indices d'inflation expurgés de ces composantes volatiles, on avait quand même des taux d'inflation trop bas et donc la nécessité d'action de la Banque centrale. En même temps, vous soulignez, il y a quand même une forme un peu d'incohérence. On se dit quelque part, qu'est-ce que veut cette politique? C'est relancer le crédit. Or, on peut se demander si le crédit est un bon antidote dans les économies européennes qui sont déjà en surcharge de dette. Et de fait, on a plutôt une priorité au désendettement qui, quelque part, freine la transmission de cette politique monétaire. Donc on n'a pas eu les effets tant attendus, notamment sur le crédit, de cette politique monétaire très accommodante. Alors justement, en ce qui concerne le financement de l'économie réelle, sur quelles limites a buté la politique de la BCE? Sur quels éléments est-ce qu'il n'y a eu finalement aucune prise? Alors, on a vu déjà qu'il y a ce processus de désendettement qui n'est pas encore achevé et donc qui, de facto, va continuer de freiner la croissance et le crédit. Et par ailleurs, si on se souvient bien, on a mis en place en Europe, dans les pays de la zone euro, dans certains pays de la zone euro, des mesures d'austérité qu'on sait aujourd'hui probablement prématurées et surdimensionnées. On a aussi de manière synchrone utilisé de la dévaluation interne par compression des coûts salariaux, de manière à restaurer la compétitivité. Et tout ceci laisse des traces encore sur la croissance d'aujourd'hui avec un manque chronique de demande. Et on se dit dans ce contexte, il n'est pas surprenant que les entreprises ne ressentent ni le besoin ni l'envie d'investir face à une demande qui est faible et aussi incertaine. Alors bien sûr, elles doivent continuer de dépenser pour innover. Et là, on a un autre phénomène qui rentre en jeu, c'est cette transformation numérique. Et en fait, cette révolution digitale, ce n'est pas une révolution capitalistique. Il ne s'agit pas de construire de nouvelles usines, d'acheter des machines. C'est plutôt une question... Les investissements sont très légers en capitaux. Voilà, les investissements sont très légers et ce qu'on va chercher plutôt à valoriser, c'est du capital immatériel, donc du capital humain, des savoirs, le capital client, l'efficacité des organisations, etc. Donc ce qui veut dire qu'on a un monde dans lequel la demande de crédit est quand même moins sensible à son prix. Et puis le dernier élément, c'est ce corset réglementaire. Le corset réglementaire, alors bien évidemment, on avait besoin de renforcer la réglementation post-crise, simplement pour améliorer la solidité du secteur bancaire et l'armer face à de nouvelles crises. Mais aujourd'hui, on a bien l'impression que cette inflation réglementaire, elle peut finalement finir par freiner l'activité de crédit. Vous voulez dire que c'est le moment d'envisager une déréglementation bancaire? On voit d'ailleurs que c'est ce qu'envisage Donald Trump aux États-Unis. Il envisage de revenir sur le Dodd-Frank Act qui sépare les activités bancaires de détail et d'investissement. Alors, je ne dirais pas qu'il faut déréglementer, je dirais plutôt peut-être réfléchir à une pause réglementaire. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? En fait, si on regarde déjà cette politique d'assouplissement quantitatif, donc cette politique non orthodoxe, quel effet elle a eu? Elle a eu non seulement l'effet de faire baisser les taux d'intérêt, mais aussi d'aplatir la courbe des taux d'intérêt. Et lorsque cette courbe est très plate, c'est très pénalisant pour les banques, puisque l'objectif d'une banque, c'est de transformer des ressources courtes, typiquement les dépôts,
en emploi long, donc en actif long, le crédit. Et donc, elle fait sa rentabilité sur l'écart qu'il y a entre les taux courts et les taux longs. Or, de facto, de fait de cette courbe plate, ça pénalise la rentabilité des banques. Et puis, par ailleurs, les banques font face à, on pourrait dire, des injonctions un petit peu contradictoires. C'est-à-dire que la BCE vous dit il faut prêter à l'économie réelle pour relancer l'activité. Et puis, avec sa casquette de superviseur et en tant que bras armé du régulateur, elle veut toujours renforcer les ratios de solvabilité. Et le problème, c'est quoi le ratio de solvabilité? C'est vous mettez les fonds propres au numérateur et les risques portés par les banques au dénominateur. Pour générer des fonds propres, pour améliorer ce ratio, soit vous augmentez le numérateur, soit vous baissez le dénominateur. Augmenter le numérateur aujourd'hui, c'est-à-dire générer des fonds propres, eh bien, c'est accumuler du résultat. Or, les résultats sont sous pression, de fait de ces marges qui sont elles-mêmes sous tension. Aller sur le marché, on a vu que ça pouvait être compliqué aujourd'hui. Donc, le seul moyen aujourd'hui de renforcer, d'agir sur ce ratio, eh bien, c'est de réduire le dénominateur et donc de réduire l'activité de prêt. Donc, ça peut être effectivement pénalisant pour la transmission de la politique monétaire à l'activité réelle. Comment est-ce qu'on peut expliquer ces contradictions? Aujourd'hui, on imagine qu'à la BCE, ils en ont conscience. Alors, quelle est la logique derrière tout cela? Alors, la logique, on pourrait dire que les autorités européennes ont pour volonté également, et avec la BCE, de faire évoluer les modes de financement en zone euro. C'est-à-dire avec une sorte de rééquilibrage entre la finance intermédiaire de bilan, donc avec comme intermédiaire les banques, vers une finance désintermédiaire où la seule interface entre le prêteur et l'emprunteur, c'est le marché. Donc on a vraiment cette volonté de rééquilibrage. En même temps, est-ce que c'est souhaitable? Oui, probablement dans une certaine mesure qu'on ait une forme de diversité des financements à l'économie, c'est plutôt une bonne chose. Mais ce n'est pas une bonne nouvelle pour les banques. D'abord, ce n'est pas une bonne nouvelle pour les banques. Et ensuite, il faut se poser la question du curseur. C'est-à-dire que la finance de marché n'est pas forcément la panacée. On a on a des risques de grande variabilité des conditions de financement, puisqu'on sait que les marchés ils peuvent être soumis à des mouvements de balancier assez violents. Dernière question, Isabelle Jobbasi. Puisque cette politique de la BCE, elle ne suffit pas à stimuler l'activité, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour renforcer la reprise? Alors, c'est un petit peu ce que nous dit Mario Draghi au travers de chacun de ses discours. C'est en fait, il met les États membres face à leurs propres responsabilités. C'est désormais à eux de prendre le relais, de mettre en place les réformes structurelles nécessaires et utiliser les marges de manœuvre budgétaires, que ce soit individuellement ou collectivement, pour effectivement renforcer cette reprise. Écoutez, ça tombe bien puisque c'est le temps du débat et d'envisager justement toutes ces pistes, au moins en France. Merci beaucoup Isabelle Jobbasi pour ces explications. Merci.